Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lourde tâche en effet que de conclure 2 journées qui pour vous doivent être, j'imagine, intenses. Rassurez-vous, elle l'était encore plus pour moi parce que j'ai dû découvrir l'intégralité de vos métiers et 2 jours c'était beaucoup trop court. Donc je vais vous procéder à une petite synthèse. Vous allez voir, évidemment, je vais l'ouvrir énormément par le biais de mon profil, hein. J'ai été appelé de manière très appréciable par ma fédération régionale de musique actuelle, la Fracama, et par Karl à venir faire ce travail de synthèse. Je le fais donc en ma qualité professionnelle de directeur artistique de label, donc je suis du côté de la production phonographique. Et à ce titre-là, j'ai beaucoup apprécié et écouté vos échanges, parce que vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a des moments, je trépignais d'impatience. Je voulais prendre la parole absolument pour dire des choses. Je savais que mon temps allait arriver, donc je vais le prendre maintenant pour le dire. Donc vraiment, je vous remercie à toutes et à tous, tous ceux qui m'ont parlé, avec qui j'ai pu échanger, puisque j'ai vraiment grandement appris pendant ces 2 jours. Je viens de le signifier un petit peu, mais nous n'avons pas du tout la même manière de fonctionner, même si nous avons le même médium et la même matière de base, hein, vous, discothécaires. Je le dis pour la bataille pain au chocolat ou chocolatine. Moi, je suis plutôt discothécaire. Je trouve que c'est un mot qui sonne bien. Donc, grâce notamment à la présentation de l'effet rebond par Vincent Lostalen au début de ce colloque, vous savez désormais que les formats compacts, historiquement, ont accru la vente des plastiques. Ça, c'était implacable. Dès lundi matin, on s'est bien alourdi notre conscience écologique à tous et à toutes. Et leurs déchets, certains issus du polycarbonate, je le rappelle, le BPA, hein, le fameux bisphénol A. L'arrivée du streaming a quant à elle accéléré l'obsolescence des objets médias. Ça, c'est quelque chose qui nous a été dit correctement. La course à l'innovation dans la seconde moitié du XXe siècle, ça, c'est quelque chose que je vous rapporte, a déjà amorcé cette action, hein. Rappelons-nous qu'en 30 ans à peine, nous avons connu la diffusion du vinyle, de la mini-cassette, qu'on n'a pas beaucoup entendu dans ces 2 jours, mais je vais en reparler, du CD, mais également du 8-track sur le territoire nord-américain, peut-être quelque chose que beaucoup ici ne connaissent pas, une sorte de grosse cassette qui ressemble à une cartouche de jeu vidéo, mais qui s'est vendue à des millions d'exemplaires partout dans le monde. Du DAT, du DCC, du mini-disque, du super audio CD. Bref, j'en passe énormément et ça va avoir une importance dans mes explications. Depuis le début, la pratique, la création et donc tous les rapports des usagers est à la botte de ce que j'appellerais les maisons de production, dont je fais partie, mais évidemment, je vais ici plutôt parler des grands groupes industriels. Ils sont pour moi un peu les grands absents de vos échanges sur ces 2 jours, parce que vous achetez des CD, vous achetez des vinyles, vous participez à une économie de marché, et on n'en a pas beaucoup entendu parler. Donc je vais en profiter hein, pour vous donner aussi un son de cloche en tant qu'historien aussi, puisque je suis également chargé de cours à l'Université de Tours en histoire des musiques populaires et contemporaines. Donc je vais me permettre de donner des petites assertions historiques aussi, histoire de vous offrir peut-être une profondeur de champ qui pourra, je l'espère, augmenter votre lecture de ces 2 jours. Donc je le disais, cette botte un petit peu radicale des maisons de production, des grands groupes industriels. Les supports ont précédé, je le rappelle, les innovations musicales. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que vous savez en partie, mais derrière les normes de marché comme celle de l'ISO, hein, qui est une grande normalisation mondiale de la manière de produire, d'écouter et diffuser de la musique, qui a été un vrai plus pour la musique populaire. Et vous êtes là, vous, après avoir diffusé de la musique sur CD pendant 30 ans, les témoignages vivants de cela, se cache quand même un monopole de Concorde, celui de Sony et de Philips, dans les années 80, aidé par une petite société appelée Hitachi, pas si petite que ça, mais en tout cas une petite société dans l'accord, qui était pourtant à l'époque concurrents, et des concurrents radicaux, hein, Philips et Sony. Ce sont les plus grandes maisons de production de l'époque, les plus grandes maisons d'édition musicale, mais aussi de fabricants de lecteurs, hein. Vous n'êtes pas dans mes publics universitaires, donc vous êtes tous assez vieux pour avoir connu des postes CD, vinyle, des amplis, etc. Sous ces marques-là. Et puis on le sait très bien, des téléviseurs, et puis potentiellement pour Sony, des consoles de jeux vidéo. Enfin, la liste est extrêmement longue. Donc c'est un marché qui, je le rappelle, depuis
le début, la production phonographique, dès son invention en 1877, entre guillemets, invention d'Edison, est pensée comme totale déjà, mondialisée. Il faut se replacer dans le poids des colonies. Hein. Il y a quelque chose quand même d'assez massif d'emblée. Hein. On n'est pas dans le petit artisanat. Et il est aussi pensé tout de suite multimédia. Pensé tout de suite à la cousinade du cinéma et des musiques enregistrées. Évidemment, ensuite arrivera la radio, arrivera la télé. Et évidemment, les techniques d'information et de communication comme Internet, que je ne vais pas vous présenter. Pour autant, si les initiateurs du streaming en plein milieu de la crise du disque, j'y reviendrai parce que ça aussi, ça fait partie des critiques que j'ai apportées sur cet ensemble de débats que vous avez eu ensemble, déclenchés par, je le rappelle, le peer-to-peer hein, et l'arrivée du MP3. Au passage, un format libre, facilement partageable, facilement stockable, peu gourmand en encombrement. Il a un peu disparu aussi de vos échanges. On parle de streaming et de Spotify et de Deezer, mais le MP3 préexistait. Et certes, il sert dans ces échanges, mais il n'en fait pas la totalité. Donc je le disais, au-delà de ce MP3, si les plateformes de streaming ont semblé faire un pied de nez à l'industrie au début, hein, tout le monde s'en souvient un petit peu, tout le monde est bien rentré dans le rang depuis, devenant même ces plateformes de streaming les maîtresses d'un nouvel échiquier mondial, malgré des déficits records. Je tiens à le dire, en 2022, Spotify accumule 160 millions de pertes nettes. Donc on ne peut pas parler de modèles qui sont efficients comme on pouvait en parler dans les années 80 à la grande ère du CD. Ça, c'est aussi important à noter puisque vous participez possiblement à des diffusions de ces médias. Alors là, nul jugement. Hein, moi, en tant que producteur, je participe moi-même à ces plateformes. C'est juste, encore une fois, pour vous donner une profondeur de champ. La question de notre impact à tous, hein, individuel ou collectif, à l'échelle locale, régionale ou nationale, est questionnable. Là, je le dis à la fois pour des médiathécaires, mais pour des producteurs de disques de mon échelle. D'autant plus quand le grand dernier changement de paradigme en musique enregistré n'a jamais été débattu collectivement. Alors ça vaut pour la France, mais pour le monde entier. Je rappelle ici que depuis l'arrivée du streaming, la propriété privée, qui était un luxe acquis en France depuis la Révolution française, en objet sonore, la propriété privée d'objets phonographiques fait place à l'instauration d'un système de location faussement complet, où la quantité écrase la diversité, où nombre d'objets patrimoniaux n'ont pas leur place. Et ça, on en a parlé avec Karl au tout début de ces 2 jours, ça vaut pour du patrimoine très ancien, mais ça vaut aussi pour du patrimoine français très récent. Essayez de trouver le premier album du 113, groupe qui a obtenu plus de 200 000 ventes et une victoire de la musique, ça sera impossible de le faire ni sur Deezer ni sur Spotify. Donc la question de la diversité est ici quand même, à mon sens, assez importante. Il est un petit peu étonnant pour moi, pendant ces 2 jours, d'avoir entendu l'insistance portée sur la question du CD. Alors j'en ai parlé avec beaucoup et j'ai eu plein d'axes de réflexion et semble-t-il cette marotte vous tient depuis longtemps, parce qu'on m'a dit jusqu'à 20 ans. Alors je ne sais pas si ça vous questionne depuis 20 ans, mais en tout cas, ça fait longtemps. Certainement depuis cette dite crise du disque. Le CD, c'est l'avenir. Ça ressemble un petit peu à une vieille pub des années 80. Si vous connaissez un peu ces pubs où on voyait des projections laser et des choses tout droit sorties de Tron chez Disney, hein, où vraiment les voitures volantes des années 50, bah, le CD dans les années 80, c'est à peu près la même chose. Je le rappelle, personne n'a vraiment parlé de cassette, qui est un support qui existe toujours, peut-être moins dans vos usages français, mais au niveau mondial, c'est un support qui n'a jamais décliné, tout comme le disque vinyle. Alors, dans les ventes, ils ont décliné, mais dans leur usage, ce n'est pas le cas. Si pour certains d'entre vous, vous avez l'occasion d'aller en Afrique régulièrement, vous saurez que la cassette audio est très, très, très utilisée dans les pays africains, et c'est toujours le cas aussi dans les pays de l'Est, par exemple en Europe. En Roumanie, la cassette se porte extrêmement bien. Parlez avec des routiers quand vous êtes sur une aire d'autoroute, vous leur posez la question et vous allez voir, souvent ils ont encore ces moyens de lecture à leur botte directement. Nous pourrions parler d'un postulat d'une conservation de l'ensemble de ces objets. Hein, à des moments, ça a été dit, on pourrait tout garder. On pourrait tout garder pour nous, surtout aussi pour ralentir certainement la dispersion et l'aggravation des pollutions liées à leur toxicité dont nous a parlé Vincent. Mais en effet, on se pose la question, vous vous posez la question. Initialement, je me pose vraiment la question de savoir si vous en avez les moyens. Évidemment, j'ai
au cours de ces 2 jours, affiner la question. On m'a même dit en off que bon nombre d'objets partent au pilon. C'est une découverte vraiment très sincère pour moi. Alors, pour vous, là, c'est une banalité. Mais bon, si ça l'est pour moi en tant que producteur de disques, j'imagine que pour les publics, c'est absolument inconnu. Sauf si on fouille dans les poubelles de vos bibliothèques et médiathèques. Donc, il n'y a pas de jugement ici. Hein, je suis vraiment un néophyte dans la réalité de vos quotidiens. La première table ronde du lundi matin a répondu quelque peu à mon étonnement. La discussion tourna plutôt sur la question du réemploi que du recyclage, hein, souvenez-vous. Le recyclage n'étant pas à l'ordre du jour, on l'a vu et on le sait, puisque ce n'est pas non plus au calendrier de l'exécutif ni dans les agendas des parlementaires, hein, c'est quelque chose qui est toujours très très loin. Pour participer aux initiatives de la Félin, dont on vous a parlé aussi, qui est une initiative portée par des labels indépendants, la question du recyclage est encore une problématique forte sur laquelle on s'emploie. Il y a 10 ans, on nous vendait des champignons mangeurs de polycarbonate et de bisphénol A. Bon, on est toujours à l'idée de la théorie et la mise en pratique, on en est très très loin. Je le dis parce que voilà, peut-être que vous n'êtes pas au courant de ce genre d'initiative scientifique. C'est normal, on peut pas tout savoir. Donc, pour exemple de ce réemploi, on a eu l'occasion moi j'ai eu l'occasion de découvrir à Maréal. Bon, pour vous tous, j'imagine que c'était une évidence, qui travaille donc déjà avec plusieurs de vos structures. On a déjà évoqué précédemment la notion de réparabilité des objets d'écoute. Alors, ça a été brièvement abordé, mais c'est quelque chose qui est expérimenté dans certains de vos lieux et qui rejoint donc cette logique de réemploi qui nécessite, alors ça je le sais très bien, quand même des notions techniques complexes et des moyens financiers importants. Alors en off, si vous avez envie d'en parler avec moi, je suis quand même très curieux de savoir vraiment la réalité de ce travail que vous pouvez mettre en place dans vos structures. Évidemment, la question des pièces détachées, de la main-d'œuvre, tout ça, ça doit être assez compliqué à gérer pour vous. Il en va de même donc, sur la question d'objets de collection à récupérer, à conserver. Quelle place vous avez pour l'archivage? C'est revenu beaucoup. On me dit dans l'oreillette même que c'est une question piège. Hein. Il y a des endroits où apparemment même c'est des sujets qui ne sont pas trop abordés. Alors là, évidemment, je sais que j'ai parlé aussi à des gens qui avaient des directeurs ou même des N+2, des N+3. Et j'ai beaucoup aussi entendu de son de cloche très différents, hein, dans les avis des personnes, puisque bah, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec sa direction. Ça, j'imagine que c'est un poncif que de le dire. Et potentiellement, il peut y avoir des désaccords très forts sur ces questions. Un axe possible de réflexion sur ces questions de réemploi, de recyclage et sur vos collections, alors, qui m'est très proche et puis dont on a déjà parlé avec le groupe de la région Centre, c'est la question du patrimoine musical sonore, comme l'a aussi, enfin musical et sonore, comme l'avait dit aussi Christian Massot très bien, faire sens commun à la manière de vos actions culturelles, des pratiques musicales collectives, une histoire de votre ville, votre agglomération, votre région. Alors là, c'est évidemment un poncif que de dire ça. J'imagine qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont là-dedans, mais c'est vrai que quitte à conserver un rapport de collection, puisque j'entends des chiffres assez hallucinants de destruction, c'est vrai que la question de l'archive sonore très particulière à un territoire, elle doit, à mon sens, en tant qu'historien, là, être au cœur de votre enjeu, parce que si on n'avait pas jeté tous ces disques 45 tours et 33 tours, et même ces CD dans les années 80, mon travail d'historien des musiques aujourd'hui serait beaucoup plus facile. Vraiment, il y a des choses qui ont été produites à 500, 600, 700 exemplaires, on n'en retrouve même pas un aujourd'hui, donc c'est quand même assez catastrophique. Tout le monde connaît évidemment le travail de la BNF sur ces questions-là, mais la BNF, avec ses moyens, ne peut pas répondre à l'ensemble d'un territoire. Donc, ne serait-ce que dans une simple commune, même d'un tout petit nombre d'habitants, garder en mémoire au moins ça. Vous pourrez toujours jeter un Beyoncé. Alors, j'ai absolument rien contre Beyoncé, mais c'est sûr qu'on aura des traces, on aura une source d'archivage beaucoup plus important que celle dans votre ville ou dans votre village. Pour ce qui est du recyclage, je l'ai dit en introduction de cette table ronde, on semble plutôt en plein flou de votre côté. Hein. J'ai plus entendu parler de faire des sets de table
ou des pièges à corbeaux. Donc, mais vous inquiétez pas, hein, c'est ce qu'on trouve aussi sur Internet. Il y a quelques années, j'avais trouvé ça sur Combini. C'est les seules solutions qu'on a, donc c'est pas très problématique. Par contre, je me pose la question de savoir si vous avez vraiment conscience de la durée de vie de ces supports phonographiques, le CD, la cassette, le vinyle. Un disque dur sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur, puisque on va le revoir, la question du numérique est importante. Si ces derniers peuvent péniblement dépasser la dizaine d'années, on a tous un rapport avec notre ordinateur portable ou notre téléphone, hein, on voit bien la fragilité de ces choses-là. Les supports analogiques ou les premiers supports numériques comme le CD, ceux-ci peuvent facilement être conservés 80 ans, 90 ans, voire une centaine d'années. Donc, en qualité d'historien, je me pose quand même la question de savoir si, au-delà du secteur de la phonographie, hein, nous aurions tous ici présents l'idée de jeter un réfrigérateur, une voiture, un ordinateur qui pourrait fonctionner correctement pendant 100 ans. D'autant plus quand celui-ci appartient à un utilisateur, hein, dans le principe de l'achat de la propriété privée, et qu'à ce moment-là, il est complètement détaché d'ailleurs, acheter, donner ou voler, hein, ou trouver, vous faites comme vous voulez, complètement détaché du marché, contrairement au rapport client forcé dont on a parlé ici avec les questions des plateformes de streaming. Après avoir discuté avec nombre d'entre vous, je m'interroge énormément sur la question de l'abandon de certains et certaines de ces collections entières, hein, vraiment. Ainsi, au détour d'un atelier, j'entends des phrases telles que « Nous avons diminué drastiquement les budgets des collections pour l'action culturelle, le CD ne sert plus à rien » et bien d'autres. Hein. Il y a des propos assez radicaux. Alors, pour moi qui suis un amoureux des objets, je comprends la problématique de vos métiers, mais pour moi, c'est très dur à vivre. Bon, c'est mon rapport psychologique aussi avec vous. Hein, je suis obligé de le signifier. Non, mais j'imagine bien. Après, j'ai entendu des propos quand même, pour certains, très froids, très distants, très pragmatiques, très rationalistes, à la limite de l'utilitarisme anglais, hein, ça peut y aller. Ah, dans ce sens-là, même si ça s'apparente à un vocabulaire de profession, je l'imagine bien, j'ai été quand même très choqué, je dois l'admettre, par l'utilisation du terme désherbage. À l'heure où la biosphère souffre de nos excès collectifs et individuels, non mais oui, mais faut pas. Oui, mais dans cette idée quand même, le désherbage, bon voilà, il y a quand même cette idée d'une biodiversité. En l'occurrence, qui ne serait pas une biodiversité, mais tout simplement une diversité, qui pourrait en pâtir si elle n'est pas contrôlée correctement. Donc je ne vous accuse pas d'être Monsanto, loin de là. Mais, non mais, je vous accuse pas de ça, mais voilà, c'est mon ressenti. Et peut-être que c'est un mot qui ne convient pas très bien non plus à des paroles publiques. C'est aussi ça, à mon sens, puisque je suis complètement extérieur à vos entretiens initialement. Hein. Je n'ai pas besoin d'être là, normalement. Plus généralement, l'ensemble de discours sincèrement bienveillants, ça j'en doute pas, a souvent fait souffler l'idée d'une brise qui se veut être une tempête. Hein. J'ai souvent entendu dans vos mots cette idée de nécessité de changement de société. On l'a beaucoup entendu dans la question des tables rondes. Alors ces paroles sont bien belles, hein, mais évidemment, de mon point de vue, j'essaie de les corréler avec l'action politique de ces 50 dernières années. Et à cet égard, j'ai entendu beaucoup aussi de conflits entre vos actions et celles de vos directions. Et des décisions qui peuvent parfois être contraires à la logique, même qui peuvent venir d'élus avec lesquels vous êtes absolument en désaccord. Donc évidemment, là je sais qu'on est dans une forme associative et je vous invite certainement à prendre, comme la question du manifeste dont vous parliez tout à l'heure, certainement une parole publique forte et directe pour peut-être aussi sensibiliser vos publics sur ces questions-là. Bref, est revenue beaucoup cette idée de faire pivoter cet axe hein, de votre direction, de votre sens. Une culture pour tous, mais contre les injonctions du marché, c'est entendu. Éduquer les publics contre la spoliation de leur patrimoine, ça a été discuté aussi. S'opposer formellement à l'obsolescence programmée, je l'ai entendu. Bon, on s'est calmé, après tout le monde a été mangé. La présentation des équipements, des équipes, des actions des 3 intervenants de la seconde table ronde a démontré, au-delà d'une diversité liée aux différentes échelles, la nécessité d'une diversification de vos activités. Ça a quand même été aussi un choc pour moi. Alors j'entends le côté pluridisciplinaire, je le suis moi-même dans ma vie et ça me va très bien. Je suis dans une structure qui s'appelle un je ne sais quoi, donc autant vous dire que faire tout et n'importe quoi, ça me va à ravir. Ce qui peut me surprendre un peu, c'est le rapport que vous pouvez avoir entre vos qualifications,
certes vos compétences, mais aussi peut-être une loi du marché, ou en tout cas une nécessité de libéraliser un petit peu tout ça. Alors, peut-être par des prestataires extérieurs, ça je l'ai entendu à des moments, mais aussi peut-être parce que des élus signifient qu'il est temps de foutre en l'air toute une collection et de se mettre à faire quelque chose d'autre qui parle plus à une collectivité. Bon, évidemment, là, j'en suis à un niveau extrêmement extérieur, hein, à vos expériences. Ce qui m'a un peu surpris, et ça je dois l'admettre, c'est la vocation de prêt des instruments, qui est une vraie nouveauté pour moi. C'est quelque chose dont je n'avais absolument pas conscience. Ce qui m'a fait sous-entendre et penser que vous étiez peut-être, comme le CD était peut-être l'avenir de la société, vous étiez peut-être les nouvelles MJC de demain. Et je vous invite, si c'est le cas, peut-être à aller plus loin dans vos démarches sur la musique. Nous avons perdu en musique et en fédération nationale et internationale souvent le travail de ressources aux musiciens et aux musiciennes. Je sais que vous faites tous et toutes un travail très fort sur la question de la littérature sur la musique. Peut-être qu'il faut de plus en plus envoyer nos musiciens et nos musiciennes chez vous pour qu'ils trouvent vraiment un travail de documentation et une information sur ces questions. Je suis prêt à en discuter et la Fracama sera ravie d'en discuter avec vous, j'imagine, sur ces questions. La question des compétences, des qualifications, je le disais, des statuts, ainsi que la nécessité d'un retour des formations initiales ont été évoquées dans cette table ronde. Plus généralement, j'ai beaucoup entendu lors de ces déjours les efforts de chacun et de chacune, ça je dois l'admettre, vos applications à la limite du bénévolat. Alors ici, c'est une chose dans cette structure, mais dans vos postes aussi. Le partage de vos propriétés privées, de vos abonnements de streaming. Je vous le dis, hein, pour moi, ce sont des choses assez choquantes. Pourtant, je suis dans un secteur privé, mais pour moi, je trouve ça extrêmement dur que vous soyez obligé d'aller au bout de vous-même sur des choses qui vont vous coûter du temps, de l'énergie et des moyens. Alors, j'entends bien la passion de vos métiers. On a une blague chez nous, les musiciens, on dit ouais, métier passion. Quand on dit métier passion, souvent, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on travaille trop et qu'on n'est pas payé. Bref. À la fin de cette première journée, j'avais encore beaucoup d'interrogations, notamment quelle place avait le streaming dans vos établissements et dans vos collectivités, mais j'ai eu la réponse dès ce matin. Ça a démarré très très fort, avec, j'ai perdu leur nom, mais les deux sociologues qui sont venus présenter cette étude, qui ont tout de suite parlé de crise du disque. Alors là, je suis obligé, vraiment, je bouillonnais ce matin. J'ai noté crise du disque, vraiment, 3 points d'interrogation, vraiment, c'était intolérable, il fallait que je parle. Vous continuez, en l'occurrence là ce sont les sociologues, mais peut-être que vous le faites aussi, à parler avec le langage de l'industrie. Je tiens vraiment à le dire, c'est le langage d'une industrie, c'est le langage des majors, c'est pas le langage de la production phonographique internationale depuis 120 ans, c'est vraiment un discours très particulier. Alors parce que ça a été rappelé ce matin, si on utilise l'étymologie grecque de crisis, je veux bien entendre l'idée d'un moment décisif où tout se transforme, mais dans les mots de l'industrie du disque, on ne parle pas de ça. On parle de maladie. On parle d'une société qui se dévoie, qui perd ses repères. Donc, en signifiant toujours qu'on parle de la crise du disque, on joue ce jeu d'une économie de marché qui nous dépasse tous et toutes, hein, qui ne sert pas du tout vos publics, les populations sur les territoires. Donc je suis obligé de le signifier. Et moi-même, en tant que producteur phonographique, vous imaginez bien que je ne suis pas à la même échelle que Sony BMG ou EMI. Donc j'ai évidemment pas le même discours, ni politique, ni économique. Comme analogie, si une société demain se mettait à utiliser massivement le vélo, ce serait notre société par exemple, hein, ou des Néerlandais par exemple, sciemment, hein, c'est-à-dire que volontairement, est-ce qu'on parlerait d'une crise de la voiture ? Ça vous viendrait à l'idée en fait. Si c'est un choix de l'ensemble d'une société, on ne dirait pas qu'on est en crise de la voiture. Si on dit on veut plus de voiture, on veut plus de voiture, donc il n'y a pas de problème. Quand on a changé des us et coutumes dans nos sociétés, on ne s'est pas dit oh mon Dieu, il y a une crise de ça. Oh, il y a une crise de la lampe à huile. Personne ne s'est dit ça. Les industriels de la lampe à huile ont dit merde, je perds de l'argent. Et autrement, le public ne s'est jamais dit ça. Bon. Pour rappel, dans cette courte histoire de la production phonographique, 120 ans à peu près, et de sa diffusion, cette histoire a toujours été marquée par une mutation permanente, mais de tout temps, avec des périodes de stabilité très brèves. Si on prend le vinyle, la cassette et le CD, c'est 20 ans. Donc dans l'histoire de l'humanité, 20 ans, moi quand je parle à mes étudiants, 120 ans de musique enregistrée, dans l'histoire de l'humanité, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Alors 20 ans, de là à créer des standards que tout le monde doit respecter absolument, on en est loin.
L'idée d'un changement récent qu'on a entendu aussi dans cette table ronde des pratiques d'écoute est quand même à modérer. Pour exemple, la naissance du besoin périurbain, le début d'une écoute individuelle, remonte dès la forte urbanisation nord-américaine. Alors ça ne touche pas notre territoire, mais ça l'a touché dans les années 50. Pour certains d'entre vous, peut-être ici, l'ont connu. Donc une écoute individuelle qui va aller jusqu'à l'individualisme, vous l'avez connu, ça c'est certain, avec le baladeur cassette, qui a contraint un changement assez radical. Donc le streaming très récent, le grand changement, c'est plutôt la démocratisation de la micro-informatique et des téléphones portables. C'est pas tant le streaming, hein. On a oublié encore une fois la grande révolution qui était le MP3 à la fin des années 90. Je le rappelle, universitaire, libre et pour tous. Il ne faut pas oublier aussi que Apple, puisqu'il nous a été présenté par Vincent et j'imagine que beaucoup connaissent cette marque, c'est Apple qui a sauvé le marché de la production phonographique internationale avec son circuit fermé des iPods et tout un système d'achat qui était obligatoire et qui ne pouvait pas sortir des machines dans les années 2000. Je le dis de manière péremptoire, c'est réel, hein. C'est-à-dire que si Apple n'avait pas été là avec ce système, la crise du disque que vous avez connue et qu'on a tous connue aurait beaucoup changé. Et certainement qu'aujourd'hui, on écoutait tous des MP3 sur des smartphones peut-être plus libres, peut-être moins conditionnés, peut-être moins obsolescents, comme on l'a déjà signifié. On a entendu aussi, alors c'était le cas de YouTube aussi, j'en ai parlé avec Karl, hein, rappelez-vous, YouTube au départ c'était la foire à l'oignon, on faisait ce qu'on voulait, et puis à un moment le marché a voulu remettre la main dessus, et puis YouTube s'est dit, oh, bon, c'est le moment de faire de l'argent, donc on va remettre la main là-dessus, donc de la liberté, on est passé à la liberté de marché. Est-ce possible de faire, je l'ai entendu ce matin, le métier de discothécaire sans collection? Ça c'était vraiment une question très intéressante. J'ai aussi entendu, puisque les gens ne semblent pas intéressés, est-ce qu'on ferme des services de musique? On a fermé des services de musique parce que des gens n'étaient pas intéressés. Je me pose la question de savoir si les gens dans une collectivité perdent l'appétence pour la lecture, est-ce qu'on pilonne les livres de Victor Hugo et tous les livres du 19e siècle? Voilà. Alors, je le dis, ça peut paraître naïf dans ma bouche, mais j'imagine que ce stock que vous avez, peut-être qu'il y a la valorisation ne peut pas se faire dans vos lieux et avec vos moyens. Mais moi, en tant que label, en tant qu'historien, j'imagine qu'il y a forcément une solution à trouver. Et c'est peut-être pas vous tout seul et toute seule. Peut-être que c'est la trouver avec d'autres forces politiques, d'autres forces d'engagement associatives qui pourraient vous aider à penser cette chose-là. On a insisté beaucoup sur la question de la médiation de la musique, sans vouloir vous offenser ni offenser les qualifications que sont les vôtres. La nécessité de la médiation pour un média qui est le média le plus populaire au monde, je me pose la question. Je dis pas que votre travail de médiation n'est pas important, je dis juste que peut-être que c'est des aides de médiation, ou peut-être c'est des formes de médiation aussi à trouver, mais on a le sentiment que chez vous, la musique passe forcément par la médiation. Sans la médiation, il n'y a pas de diffusion de musique, il n'y a pas de partage de musique, alors que vous savez toutes et tous bien que vos utilisateurs écoutent de la musique en permanence, hein. C'est vraiment l'art premier au monde, hein. Toute communauté, toute civilisation partagée. Donc j'ai l'impression, quand je le dis de cette manière-là, c'est pour vous interroger sur le fait que peut-être que vous ne prenez pas la chose dans le bon ordre. Certes, votre travail de médiation est absolument nécessaire pour la musique et pour tout, et peut-être qu'il faut réfléchir le besoin du public d'une autre manière. J'aurais plutôt même envie de vous donner un axe de lecture. J'ai le sentiment, encore une fois en tant que musicien, mais aussi historien, d'y voir le reflet assez certain d'un regard péjoratif, toujours, d'une culture élitiste sur les musiques, et spécifiquement les musiques populaires. On a quand même beaucoup entendu que des élus disaient « ça sert à rien, j'ai vu des chiffres, ça dégage ». Moi, je l'ai entendu beaucoup et de beaucoup de bouches, donc j'imagine qu'il y a quand même une réalité assez forte. Et je suis obligé de constater en tant qu'historien sur ces questions-là qu'on n'est toujours pas sorti, et pour donner depuis très récemment des cours d'histoire de musique moderne et contemporaine à la fac, toujours pas sorti de ce carcan. Hein, j'ai donné le premier cours d'histoire du funk à Tours il n'y a même pas 10 ans. Hein. Avant, apparemment, on ne savait pas ce que c'était que le funk à Tours. Donc, encore une fois, est-ce qu'on oserait parler de la sorte de la littérature française, de la grande littérature française? J'ai des doutes, de la musique de répertoire, encore plus de doutes, du théâtre classique, j'ai encore plus de doutes. Bref,
le sentiment d'une bataille du pur et de l'impur est toujours présent là-dedans, et un peu comme cette parole de l'industrie que vous reproduisez de facto. Alors, je ne dis pas que vous la conscientisez, enfin, j'imagine que personne ne travaille ici pour les grands lobbies de l'industrie phonographique, ou alors vous vous cachez vraiment très très bien. Peut-être qu'il faut aussi faire attention à ce langage sur cette question aussi de peut-être la récupération aussi d'une parole qui peut être la parole de la population, parce que évidemment que les gens vont vous dire bah non mais le CD ça sert plus à rien. Mais ils sont vraiment dans un contact premier. C'est pas pour autant qu'ils ont une vérité sur ces questions-là, hein. Et quand, encore une fois, je vous rappelle les très courts temps, 20 ans. Voilà. On me parle du retour du CD. Non, le CD n'a jamais disparu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est un leurre absolu de parler de retour du CD. Il a décliné fortement, mais on ne s'inquiète pas de la transformation de n'importe quel marché dans le monde. Là, encore une fois, c'est une espèce de lubie qui est posée, et il faut se mettre à réfléchir là-dessus parce que vous pouvez sinon subir des injonctions assez fortes, j'imagine, de toutes parts. Donc, j'attache une importance assez forte dans mon travail aux musiques populaires, détachées des ravages de l'industrie, des ravages de la désindustrialisation, même si l'amateur de techno que je suis reconnaît la force créatrice d'une ville fantôme post-indus comme Détroit. Mais les musiques populaires vivantes, comme dans vos pratiques de concert ou de pré d'instruments, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, d'une musique enregistrée, hein, qui avant tout peut être artisanale, qui avant tout, avant de devenir un modèle de série, un bien de consommation, comme une guitare d'un luthier, et a précédé évidemment sa descendante, la Solid Body de Fender, hein. On est d'abord passé par l'artisanat pour arriver jusqu'à la série et l'industrie. Donc certes, la série, cette industrie a favorisé la pratique de la démocratie des différents médias musicaux, et vous avez participé à cette démocratisation, et vous pouvez en être fiers. Mais puisque ce combat est gagné, je vous invite à en commencer un autre. Merci.